Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbaonou Vlavonou, accompagné d'une délégation de parlementaires béninois, a pris part à la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale du Togo, marquant ainsi l'inauguration officielle de la première législature de la 5e République togolaise, quelques semaines après son installation. Dans son discours, Louis Vlavonou a souligné l'importance du moment historique que vit le Togo avec cette nouvelle législature, fruit d'une révision constitutionnelle majeure. La présente cérémonie qui marque à la fois l'ouverture de la deuxième session ordinaire du Parlement togolais de l'année 2024 et surtout le démarrage effectif des activités de la première législature du dit Parlement au titre de la 5e République, fruit de la révision constitutionnelle intervenue et qui consacre le repositionnement institutionnel de la République sœur du Togo. Au nom de l'Assemblée nationale du Bénin et en mon nom personnel, je présente à nouveau mes chaleureuses félicitations au président Sévon Tepe Kodjo pour sa brillante élection à la tête de l'Assemblée nationale de la République togolaise. J'y vois le témoignage de la reconnaissance par ses pairs de ses qualités exceptionnelles. Vous témoignez ainsi par ailleurs, et s'il en était encore besoin, de l'excellence des relations de bon voisinage qui ont toujours existé et continuent d'exister si heureusement entre nos peuples et nos dirigeants respectifs. C'est du reste la raison pour laquelle le président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, a bien voulu me charger en marge de cette session de porter à son frère et ami, son Excellence, M. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, le message de paix, d'amitié et de solidarité fraternelle du peuple béninois au vaillant peuple togolais avec lequel il a une communauté de destin. J'ai assisté à 3 discours qui m'ont vraiment sidéré dans la mesure où c'est un régime parlementaire maintenant pour avoir révisé la Constitution. Donc ils sont dans la 5e République. Donc c'est une expérience que nous devons vraiment accepter parce que chaque pays est souverain. Et aussi c'est une expérience parce que si vous écoutez les 3 discours, ça montre une synergie d'action entre les 3 pays. Merci les responsables de l'Assemblée togolaise pour cette initiative qui parle en elle-même de l'État, du voulu, d'une symbiose entre le peuple béninois et celui togolais. Le peuple togolais et celui béninois sont et demeurent les mêmes peuples. Nous avons besoin de parler, de réfléchir pour que tout ce que nous devons faire, les initiatives, les lois qui devront être prises plutôt à l'Assemblée nationale soient dans l'intérêt du peuple et dans l'intérêt de notre communauté. Et nous devons aussi mettre sur pied les bases d'une communauté forte pour que tous les 2 États puissent vraiment aller de l'avant pour le bien-être de nos peuples qui sont rien que des frères. Je prends le discours de notre président de l'Assemblée nationale. Et il a rappelé les valeurs communes que nous partageons ensemble. Il a parlé de l'encadrement. Le président de l'Assemblée nationale a rappelé l'établissement de la coopération interparlementaire entre nos 2 pays. Se fouiller sur son signe astrologique, c'est un truc très génial pour soi-même. Par exemple, quand tu te connais toi-même, tu connais déjà ton signe. Peut-être ton signe aime la couleur rouge. Voilà, tu portes de couleur blanc. Oui, on peut croire ça.
Parce que bon, l'expérience que moi j'ai fait, je vois que tout ce qu'on dit dedans, c'était vrai. Bon, peut-être on dit que il y a des jours qui ne sont pas bons, il y a des mauvais jours. Les signes astrologiques, pour moi, en fait, il n'y a pas la réalité, en fait. Donc, je pense que c'est du mythe, parce que ça dépend de ta personnalité, de comment tu veux vivre ta vie, en fait, de tes manières, de ta réaction. Bon, ça dépend de toi, en fait. Ça dépend de ce que tu penses de la vie. Pour vous dire vrai, pour les signes astrologiques, là, moi, je ne crois pas à ce genre de trucs. Parce que c'est des choses qui ont été instaurées par des hommes. Et l'homme ne peut pas diriger l'homme et nous aurons quelque chose de concret. Pour moi, je ne peux pas dire de ne pas croire à son signe zodiaque parce que chacun a sa foi, chacun fréquente une religion donnée. Moi, je suis un chrétien. Ce n'est pas forcément les signes astrologiques qui agissent sur l'homme. Bien bon. Je ne dirais pas parce que moi je suis poisson, je vais réagir forcément comme on dit les signes astrologiques. Ça dépend aussi de l'éducation et de ma personnalité. Quand tu connais ton signe, tu sais déjà comment s'habituer, c'est la nature. De se connaître, c'est la nature. Tu sais, tu vas savoir comment se comporter envers tes prochains. Peut-être l'habit que tu portes, si ce n'est pas de ton couleur. Il y a des gens qui peuvent porter des multicolores, il y a des gens qui peuvent porter bleu ou rouge. Bon, ça dépend du signe géologique. On peut croire à Dieu, mais on peut croire encore aussi à son signe. Après le Maroc et la Martinique, cette exposition itinérante met en lumière l'art contemporain du Bénin qui est désormais visible en France. Placée sous le parrainage des deux présidents, l'exposition vise à renforcer les liens culturels entre le Bénin et la France. Elle présente une centaine d'œuvres réalisées par 42 artistes, dont 5 femmes, reflétant la richesse et la diversité de la scène artistique béninoise. Elle fait découvrir toute la vitalité et l'originalité de la scène artistique du Bénin et de sa diaspora à travers une diversité de médiums et de supports. L'exposition Révélation art contemporain du Bénin a pour but de mettre en valeur la vitalité et l'originalité de l'art contemporain du Bénin et de sa diaspora, de promouvoir la culture béninoise sur la scène internationale, d'encourager les échanges culturels entre le Bénin et d'autres pays, notamment la France. L'exposition est ouverte au public du 4 octobre 2024 au 5 janvier 2025, offrant ainsi aux visiteurs une occasion unique de s'immerger dans l'art contemporain béninois. L'inauguration de Révélation art contemporain du Bénin constitue une plateforme importante pour les artistes béninois et un moment fort de la coopération culturelle entre le Bénin et la France. Cet événement souligne l'engagement des deux pays à valoriser et à partager leur patrimoine artistique tout en favorisant un dialogue interculturel enrichissant. C'est une chance absolument unique et extraordinaire de découvrir les artistes plasticiens béninois qui, grâce à la volonté présidentielle, ont entamé ce magnifique parcours qui a commencé effectivement au Bénin, qui s'est poursuivi au Maroc, en Martinique et qui est maintenant à Paris comme une forme d'apothéose avant qu'elle ne continue évidemment vers d'autres horizons. Venir découvrir la variété, la richesse, les supports, sculptures, peintures, installations des hommes, des femmes, jeunes, vivants, contemporains et qui disent le Bénin de manière extraordinaire, qui disent le monde de manière extraordinaire. Donc ça doit être au-delà d'une fierté, ça doit vraiment être un devoir pour tous les Béninois de venir accompagner ce mouvement initié par le gouvernement du Bénin. La francophonie est un espace d'influence diplomatique qui nous permet d'embrasser les enjeux du siècle. C'est ensemble, en francophone, que nous devons essayer d'appréhender les transformations technologiques. C'est ensemble, en francophone, qu'il nous faut encourager
l'innovation et démultiplier nos capacités de création et d'échange, mais aussi bâtir un ordre numérique protégeant les citoyens. C'est ensemble, en francophone, que nous devons mieux lutter contre la désinformation, la propagation de la haine en ligne, lutter contre les discours de haine, les discours racistes, les discours antisémites. Et c'est pourquoi, et Bruno Patino, dans un instant, le démontrera avec le débat qu'il anime et en expliquant le contenu, c'est aussi pourquoi, aujourd'hui, avec l'appel de Villers-Cotterêts, nous lançons un appel extrêmement clair aux grands acteurs du numérique pour bâtir un espace plus sûr et plus divers, pour avoir une exigence de modération en langue française et pour lutter contre tous ces discours de haine. Et l'Organisation internationale de la francophonie, chère Louise, à cet égard, aura un rôle de garant tout particulier. C'est aussi en francophone que nous devons penser les innovations de l'intelligence artificielle, poursuivre les grandes innovations, faire de l'espace francophone un espace d'innovation en source ouverte et promouvoir nos grands acteurs. Et c'est aussi pour cela que l'année prochaine, nous aurons en France le sommet de l'action sur l'intelligence artificielle en février, où la francophonie sera un acteur central pour nous permettre d'avoir un dialogue sur l'innovation et la régulation, et où, je le sais, le G7 que le Premier ministre Trudeau aura organisé associera aussi les convictions que nous portons ensemble. Je crois profondément que la francophonie, oui, est un lieu où nous pouvons ensemble porter une diplomatie qui défend la souveraineté, l'intégrité territoriale partout à travers la planète, qui porte le même discours aux côtés de l'Ukraine, agressée aujourd'hui, menacée dans ses frontières et dans son intégrité territoriale par la guerre d'agression russe, mais qui défend une vision où il n'y a pas place au double standard, où toutes les vies se valent pour tous les conflits à travers le monde. Et nous tous croyons à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Sommes convaincus qu'il ne pourra y avoir de paix au Proche-Orient sans solution à deux États. Nous tous, nous tenons aux côtés de nos frères arméniens pour le respect de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale. Nous tous, nous tenons aux côtés du peuple ami libanais, aujourd'hui bousculé dans sa souveraineté et sa paix. Nous tous, nous tenons aux côtés aussi de la souveraineté de tous les peuples et de tous les États du Pacifique, qui doit être une région apaisée et où nulle puissance ne saurait remettre en cause cette paix par des provocations territoriales ou quelques reprises d'essais que ce soit. Nous portons en nous ces valeurs humanistes qui nous appellent aux côtés de tous nos frères dans l'espace francophone et ailleurs, aux besoins d'assistance, et demandons instamment à ce que l'espace humanitaire et la population civile soient protégés partout et tout le temps. Vous l'avez compris, l'agenda que porte la francophonie est un agenda de paix, de développement durable, comme nous l'avons encore montré en votant ensemble le 22 septembre dernier pour l'adoption du pacte de l'avenir. Et je félicite en particulier la RDC dont l'intervention a été décisive pour nous permettre d'aller de l'avant. La francophonie est cette cité solidaire de 330 millions d'âmes que nous pouvons être fiers d'habiter. Une cité qui possède la langue française pour fondation et le monde pour horizon, et qui, avec Aimé Césaire, désire un universel qui soit riche de tous les particuliers. Au Niger, de fortes pluies et inondations ont contraint les écoles à retarder la reprise des cours. Initialement prévue pour débuter le 2 octobre, la rentrée scolaire a été repoussée au 28 octobre prochain. Peu d'établissements d'enseignement ont été épargnés et ceux qui sont restés debout sont utilisés pour héberger les personnes forcées de quitter leur maison à cause du déluge. Après 3 mois de vacances, les enfants resteront à la maison pendant encore près d'1 mois. Nous n'avons pas l'habitude de laisser les enfants désœuvrer pendant les vacances. Nous les amenons dans des écoles coraniques. C'est ce que nous allons faire maintenant. Le gouvernement a déclaré qu'il réparerait les écoles touchées et a souligné que toutes les mesures nécessaires devraient être prises avant que les jeunes apprenants puissent retourner en classe.
Au Ghana, la manifestation de 3 jours contre les mines d'or illégales s'est achevée ce samedi 5 octobre au soir. Une veillée a réuni plusieurs centaines de personnes à Accra pour exiger la libération immédiate des 53 manifestants arrêtés lors des premières mobilisations du mouvement Stop Galamsey Now. Je suis convaincu qu'il faut mettre un terme à l'exploitation minière illégale au Ghana. Nous devons continuer à agir, faire des grèves, manifester pour attirer leur attention. Ils font la sourde oreille, mais nous savons qu'ils nous entendent. Les dirigeants pourraient intervenir dès maintenant, mais ils sont réticents. Qu'attendent-ils? Ils sont censés interdire leur paillage tout de suite. Même une interdiction temporaire serait bienvenue. Nous voulons juste protéger nos forêts. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'envoyer des soldats sur place pour mettre fin à leur paillage. Ces 3 jours de mobilisation ont réuni plusieurs milliers de personnes sans accroc avec la police. 32 des 53 manifestants arrêtés ont déposé plainte contre le procureur général pour violation de leurs droits humains fondamentaux. L'attitude des autorités n'est pas surprenante, parce que certains membres du gouvernement ont dit ouvertement qu'ils ne cesseraient pas les activités minières maintenant. Cela confirme simplement la position du président qui est allé implorer le syndicat. Les membres du syndicat doivent comprendre que leur propre vie et celle des Ghanéens sont menacées par cette activité illégale. Nous disons stop Galamsey et libérer les citoyens maintenant. Les syndicats ghanéens appellent à une grève nationale le 10 octobre, tandis que les évêques de l'Église catholique prévoient une marche de prière contre l'exploitation minière illégale le 11 octobre. En République démocratique du Congo, les autorités ont lancé ce samedi une campagne de vaccination contre le Mpox, 2 mois après que l'OMS ait déclenché l'urgence de santé publique de portée internationale suite à une flambée de variole du singe dans cette région. Les premières injections ont eu lieu à Goma sur le personnel soignant. Vacciner, c'est protéger. Je me suis protégée en tant que personnel de première ligne. Donc je suis toujours en contact avec les malades dans ma profession. Depuis le début de l'année, la République démocratique du Congo a enregistré plus de 30 000 cas au total et près de 900 décès. Les 265 000 doses offertes à la RDC par l'Union européenne et les États-Unis ont été déployées dans la ville orientale de Goma, où les hôpitaux et le personnel de santé sont débordés. Le ministère de la Santé recommande l'utilisation de 2 doses du vaccin MVA-BN chez les adultes et 1 dose de LC16 chez les enfants âgés de moins de 18 ans. Le Mpox, ou variole du singe, s'est répandu durant des années en Afrique jusqu'à déclencher l'épidémie mondiale de 2022. Aujourd'hui, le virus est présent dans 16 pays africains. Au Kenya, des affrontements ont eu lieu entre des partisans et des opposants au vice-président lors d'un forum public vendredi, organisé pour discuter de la motion de destitution déposée contre Rigathi Gachagua cette semaine. Le rassemblement a été teinté de violence entre les participants. Le vice-président est notamment accusé d'avoir soutenu les manifestations antigouvernementales de juin. Le Parlement fait ce qu'il faut et nous voulons qu'il s'assure que toute personne qui veut encourager le tribalisme dans ce pays s'en aille. Gachagua doit partir. Mes camarades de la jeunesse kenyane, nous devons nous assurer que nous protégeons notre pays. Une motion de destitution de Gachagua a été proposée au Parlement mardi par l'Alliance au pouvoir. Les Kenyans ont eu jusqu'à vendredi pour remplir des formulaires de participation publique dans leur circonscription. Quoi qu'il arrive, nous sommes derrière le vice-président Rigathi et c'est notre décision finale. Les formulaires sur la question de la destitution que nous allons remplir ici devraient être comptés et le résultat rendu public pour refléter ce que veulent les habitants du comté de Nyandarua, c'est-à-dire que nous soutenons Rigathi Gachagua. Monsieur Gachagua fait l'objet d'une procédure fondée sur 10 motifs dont la corruption, la discrimination ethnique et la contradiction avec les politiques gouvernementales. Ce dernier maintient son innocence. Le Sénat devrait examiner la motion de destitution mardi prochain. Paul Pogba pourra reprendre la compétition en mars prochain après que sa suspension de 4 ans pour dopage ait été réduite à 18 mois par le tribunal arbitral du sport.
Contrôlé positif à la testostérone en août 2023 lors d'un match entre la Juventus et l'Udinese, Pogba avait exprimé sa surprise face à cette situation, affirmant n'avoir jamais pris délibérément de substances interdites. Son entourage a évoqué une possible contamination accidentelle par un complément alimentaire prescrit par un médecin. Cette affaire intervient alors que le footballeur traverse une période difficile, marquée par des blessures et des controverses. En effet, lors de la saison 2022-2023, il n'a disputé que 10 matchs en raison de blessures et il a dû se faire opérer alors que se déroulait la Coupe du Monde au Qatar. De plus, Paul Pogba a été impliqué dans une affaire d'extorsion dans laquelle plusieurs personnes, y compris son frère, ont été renvoyées devant le tribunal. Quelques heures après la fermeture des bureaux de vote en Tunisie, les partisans du président Kais Saïed se sont rassemblés sur les marches du théâtre principal de Tunis pour célébrer la victoire du président sortant. D'après des sondages de l'Institut Sigma, diffusés sur la télévision publique, Kais Saïed a remporté 89,2% des voix au premier tour, devançant largement ses concurrents Ayashi Zamel et Zouhair Marzaoui. Je suis venu ici après avoir entendu les résultats à la télévision publique. Je suis heureux pour Kais Saïed. J'espère qu'il travaillera en faveur de la Tunisie durant les 5 prochaines années. La Tunisie est un beau pays, un pays béni. Kais Saïed a obtenu 89% des voix. Au moment de la clôture des bureaux de vote, seuls 2,7 millions d'électeurs, soit 27,7% du corps électoral, avaient voté, un chiffre bien inférieur aux 49% de participation du premier tour de la présidentielle de 2019. Nous en avions assez du régime qui existait avant Kais Saïed. Nous voulons un leader qui veut travailler pour la Tunisie. Ce pays était sur le point de tomber en ruine. Nous sommes très heureux. Je suis venu ici avec mes enfants pour faire la fête avec les Tunisiens. Le premier mandat de Kais Saïed a été tumultueux, marqué par une crise économique, la suspension du Parlement et une révision constitutionnelle renforçant ses pouvoirs, mais ses partisans restent convaincus de sa capacité à réaliser son projet de bâtir une nouvelle Tunisie. De nouvelles explosions ont secoué la banlieue sud de Beyrouth dimanche alors que Israël étend ses bombardements à de nouvelles régions du Liban. Les explosions dans la capitale ont commencé vers minuit après que l'armée israélienne a demandé aux habitants d'évacuer les quartiers de Daïhé, un ensemble de banlieues situées dans la périphérie de Beyrouth. L'attaque israélienne contre le camp de réfugiés de Badawi dans le nord a tué un responsable de la branche militaire du Hamas ainsi que sa femme et ses 2 filles. Depuis le début de l'opération terrestre le 30 septembre, les forces israéliennes ont tué 440 militants du Hezbollah et détruit plus de 2000 cibles. Dans un message posté sur X, les FDI disent avoir démantelé un tunnel de 250 mètres de long dans le sud du pays et que le Hezbollah avait l'intention d'utiliser pour pénétrer sur le territoire israélien. En moins de 2 semaines, l'opération israélienne a déjà obligé plus de 1,2 million de personnes à fuir de chez eux. Israël commémore ce lundi l'attaque sanglante perpétrée par le mouvement islamiste palestinien Hamas sur son territoire l'année dernière. Le 7 octobre 2023, 1205 personnes ont perdu la vie après une incursion inédite des combattants du Hamas sur le sol israélien. 97 otages sont encore à ce jour portés disparus. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a publié une déclaration vidéo pour marquer le premier anniversaire de cette attaque du Hamas dans le sud d'Israël. Il a déclaré que cette attaque horrible avait marqué les consciences. Aujourd'hui, 1 an s'est écoulé depuis les horribles événements du 7 octobre, lorsque le Hamas a lancé une attaque terroriste à grande échelle en Israël, tuant plus de 1250 Israéliens et ressortissants étrangers, y compris des enfants et des femmes. Plus de 250 personnes ont été enlevées et emmenées à Gaza, dont de nombreuses femmes et enfants. L'attaque du 7 octobre a marqué les esprits et en ce jour, nous nous souvenons de tous ceux qui ont été brutalement tués et qui ont subi une violence indicible.
J'ai souvent et clairement abordé ce sujet. Il est temps de libérer les otages, il est temps de faire taire les armes, il est temps d'arrêter les souffrances qui ont englouti la région, il est temps d'instaurer la paix, le droit international et la justice. En représailles aux tueries du 7 octobre qui avaient entraîné la mort de 1205 personnes, Israël a lancé une guerre dévastatrice qui a fait jusqu'ici au moins 41 870 morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils selon les autorités palestiniennes.